À la une ce soir, coup de théâtre au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Le ministère public est descendu d'un cran dans la prévention retenue. Elie Domota ne risque plus qu'une amende pour violence simple. L'affaire s'est brutalement dégonflée. Et la nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé débute sur des charbons ardents. Le débat est toujours très vif entre délocalisation partielle et délocalisation totale. Elle hérite d'un dossier sulfureux qui devra encore créer des vagues. Et si un tsunami advenait dans notre archipel, l'exercice Caraïbo va tester nos capacités à affronter un débordement de l'océan. Nos reportages sont à venir. Ils souffrent de pathologies lourdes, mais ils n'ont pas été oubliés. Aujourd'hui, le Rotaract avait consacré cette journée aux enfants atteints de maladies graves. Un moment empreint de douceur et de sollicitude dans ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Ils avaient lancé un appel à la grève pour soutenir leur leader. Un appel peu ou pas suivi dans l'archipel, mais qu'à cela ne tienne, les sympathisants et adhérents du syndicat UGTG dormiront mieux ce soir. Elie Domota, qui devait comparaître cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour répondre de violences en réunion, ne sera finalement plus jugé en correctionnel. Le ministère public a décidé de requalifier les faits en violence simple. Ainsi, Elie Domota ne risque plus qu'une amende. Le procureur adjoint a d'ailleurs requis une amende de 2 500 €, dont 1 500 avec sursis. L'audience se poursuit à l'heure où nous parlons. Nous reviendrons sur ce procès dans notre prochaine édition. Et l'autre titre de ce jeudi, c'est la rencontre de la nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé avec le collectif de défense du CHU. Si celui-ci veut la délocalisation totale des services, la directrice générale de l'ARS a choisi d'attendre l'avis des experts. Les explications d'Anne-Elisabeth Artsen. Récemment nommée à la tête de la direction générale de l'ARS, Valérie Denoux a rencontré ce matin une délégation concernant la délocalisation du CHU. On n'a pas pris de décision ce matin, puisque pour moi, il est très important que vraiment on finisse tous les évaluations, toutes les expertises. Il y a des équipes d'experts nouveaux qui vont venir donc à partir de ce soir. Mon objectif, c'est qu'on rédige un plan avec probablement 2 options. Une option qui est donc un nettoyage par tranche avec une délocalisation partielle. Ça veut dire qu'il y a des activités du CHU, notamment les activités médicales, qui vont aller à l'extérieur. Et d'autre part, garder donc le plateau des soins critiques sur le CHU de façon à ce qu'on soit sûr que les Guadeloupéens aient accès à la chirurgie, à la réanimation, à des spécialités très pointues auxquelles ils peuvent avoir accès. Mais il ne faut pas non plus écarter complètement l'option de la délocalisation totale si jamais les experts venaient à nous dire qu'il y a des risques. De son côté, le collectif de défense du CHU n'entend pas relâcher la pression et réclame toujours la délocalisation totale du centre hospitalier. Nous aurons des réunions de travail avec l'ARS, mais également avec la direction. Mais nous restons campés sur notre position pour l'instant, jusqu'à ce qu'on nous démontre le contraire. Il faut délocaliser ce bâtiment qui est insalubre, qui n'assure pas la sécurité des patients, qui ne permet pas d'assurer une qualité des soins. Nous devons en sortir. Nous allons le faire par tranche. Il y a maintenant de relatives urgences pour certains services qui sont fermés, pour certains services qui ont été très très impactés ces derniers jours. Donc il y a une urgence maintenant, on se retrouve un petit peu comme au 28 novembre, sauf que nous avons l'expérience. Nous sommes à 3 mois de recul de l'incendie, nous ne ferons pas les mêmes erreurs et maintenant nous savons qu'il y a des possibilités et nous allons les utiliser. Donc certains services seront délocalisés avant d'autres, mais il est question de délocaliser entièrement le CHU pour le réhabiliter. Une rencontre sera de nouveau organisée jeudi prochain afin de présenter les conclusions de l'ARS concernant l'avenir immédiat du CHU. Et aujourd'hui a eu lieu l'exercice Caraïbo dans notre archipel. Dès 10 h du matin, une alerte était activée par le préfet pour signaler l'arrivée d'un tsunami avec des vagues de plus de 3 mètres. Parmi les institutions immédiatement averties, les écoles. Comment ont-elles géré la situation? Illustration dans une école primaire à Basse-Terre avec Yvan Lemar. Vers 10h10, la directrice de l'école Regina Richard a reçu un SMS du rectorat alertant de l'arrivée d'un tsunami.
Le plan de mise en sûreté établi en début d'année est alors mis en place. Toutes les classes sont alertées, puis évacuées vers la place du Carmel. La procédure, c'est qu'une fois qu'on a l'alerte, d'évacuer les enfants dans le calme et d'aller en hauteur. Nous, étant en bord de mer, les hauteurs et le lieu de rassemblement le plus proche, c'est cette place. Donc c'est notre premier lieu de rassemblement. Une fois arrivés au premier lieu de rassemblement, l'appel et le recomptage des élèves est refait par les enseignants avant de passer à un débriefing intermédiaire. Nous avons des contacts avec la mairie, puisque là, il y a un représentant de la municipalité, une cellule de crise, et en fonction de l'ampleur du tsunami, savoir est-ce qu'on va plus haut, comment on protège les populations et surtout comment on protège nos enfants. C'est ça le protocole. Quelques minutes plus tard, les 12 classes sont conduites à l'église du Carmel, deuxième lieu de rassemblement, pour permettre aux élèves d'avoir les bons réflexes avec une consigne, marcher calmement et aller le plus haut possible. Le but, c'était de sauver des vies, de mettre en sécurité les enfants et c'est ce que nous avons fait. Après, on va certainement améliorer encore un petit peu l'alerte et le système d'alarme pour pouvoir mettre en sûreté tous nos petits Guadeloupéens. Une heure plus tard, fin de l'exercice. Après avoir fait le point avec la municipalité et les autorités, les élèves ont pu rejoindre leur classe. Le bilan de la matinée sera remis au rectorat. Et nous restons dans le chef-lieu où les administrations étaient également invitées à évacuer les lieux. Le reportage d'Yvan Lemar et de Moïse Dexter. Il est 10h05 quand la mairie de Basse-Terre est informée par la préfecture de l'arrivée d'un tsunami. Le poste de commandement communal est tout de suite activé. Donc l'évacuation de la mairie s'est déroulée dans de parfaites conditions. Le personnel a regagné les hauteurs sur les points de regroupement comme prévu. Mais malheureusement, nous n'avons pas volontairement évacué la mairie, les services municipaux ainsi bien que le patrimoine, compte tenu que la vague ne touchait plus le département à une hauteur de 15 mètres, de 3 mètres. Donc on n'a plus vu l'utilité de désactiver entièrement notre PCC pour le transporter à la rue Chevalier-Saint-Georges comme prévu. Quelques minutes plus tard, plusieurs systèmes d'alerte sont mis en place pour avertir la population via la police nationale et municipale. Nous avons fait passer des messages d'alerte à l'aide du mégaphone et des véhicules de service qui sont équipés dans les rampes et gyrophares. Donc une partie de la population a été réceptive, une autre partie non réceptive. Bon, ça dépend de la préparation de chaque personne, mais c'est un exercice qui nous permet de voir comment les services administratifs sont percutants au niveau des alertes et de voir les manquements, ce qui est positif, ce qui est négatif. Avec cet exercice, des premières améliorations du système d'alerte sont déjà envisagées. Alors c'est vrai qu'au niveau du système d'alerte, c'est pas évident puisque aujourd'hui les mairies ne sont plus équipées avec les sirènes qu'il y avait en temps, qu'on actionnait tous les mercredis. Donc nous on a tous les premiers mercredis de chaque mois, donc nous avons pris l'option d'utiliser soit le mégaphone ou alors les avertisseurs des véhicules, mais il serait peut-être plus judicieux d'utiliser les systèmes d'alarme incendie des administrations, des écoles et de pas mal d'entreprises qui en sont équipées, de telle sorte que lorsque ça sonne, lorsque l'alerte est donnée, vous avez dû voir, on a reçu par SMS, si tout le monde actionne les sirènes en même temps, les sirènes incendie je veux dire, toute la population devrait pouvoir l'entendre. Durant l'exercice, toutes les écoles de la zone allant du Galion à Rivière-des-Pères ont été évacuées. Selon les premiers retours, l'installation de pictogrammes signalant les lieux de rassemblement et la communication interne sont les deux principaux points à améliorer. Le bilan de la matinée sera transmis à la préfecture. Et pour gérer ce type de phénomène, toutes les informations sont centralisées au centre opérationnel départemental situé en préfecture. C'est lui qui regroupe l'ensemble des autorités de secours qui pilotent à distance les opérations de sauvegarde. On regarde le reportage d'Yvan Lemar. 10h, l'arrivée d'un tsunami est signalée. Toutes les communes sont alors appelées pour s'assurer de la diffusion de l'information. Les médias sont aussi alertés. Dès que l'alerte est lancée, pour les services de secours ou de sécurité, l'essentiel est de mettre les matériels et les hommes en prédisposition, prêts à intervenir, mais évidemment de les extraire du bord de côte. Je pense aux casernes de pompiers de bord de côte, aux casernes de gendarmerie. Pour les maires, il s'agit d'armer leurs postes de commandement communaux et de faire passer l'information. Ce retour, nous l'aurons d'ici quelques minutes, c'est de savoir s'ils ont diffusé avec des mégaphones, s'ils ont envoyé leur police municipale. Et puis là aussi, les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle.
Une fois l'alerte donnée, la phase opérationnelle de cette cellule est mise en place. Alors, le préfet arme ce centre opérationnel pour que celui-ci puisse donner les consignes, en tout cas faire passer l'alerte, donner les consignes d'évacuation. Le centre opérationnel doit récupérer les données qui remontent de chacun des services qui ont été ainsi activés et des PC communaux afin de pouvoir ensuite, dans une phase 2, obtenir un bilan et pouvoir après déployer des secours si c'est nécessaire ou demander l'activation de différents services. Je pense au réseau, je pense effectivement au téléphone, à l'électricité, puisque après le tsunami va venir l'évaluation des dégâts. Durant l'exercice, les retours de terrain sont regroupés et transmis au niveau national. Pendant l'exercice, il faut savoir qu'un certain nombre de données est saisi directement dans un logiciel Orsec de l'Organisation des secours et ils sont remontés au niveau du ministère. C'est-à-dire que le jeu que nous pratiquons en Guadeloupe est connu au niveau du ministère de l'Intérieur qui va aussi pouvoir analyser et se rendre compte d'un certain nombre d'éléments que nous pourrions peut-être améliorer. L'objectif d'un exercice, c'est pas d'être les meilleurs sur cet exercice, c'est de voir là où nous avons des points faibles pour pouvoir les améliorer à l'issue. Midi, fin de l'exercice, place à la dernière étape de cette opération. Nous avons à l'issue de l'exercice ce que nous appelons un rétex à chaud, c'est-à-dire immédiatement à l'issue, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et après, nous avons un deuxième bilan qui est sur du plus long terme, en lien avec l'ensemble des partenaires, de façon peut-être à prépositionner du matériel, à organiser une chaîne d'alerte plus fine que celle qui a pu être initiée, ou essayer de parer l'imprévisible. Après ce Caraïbe Wave, d'autres simulations de catastrophes naturelles sont programmées. La prochaine est prévue en juin. Et en marge des opérations, des actions de sensibilisation ont également été organisées pour sensibiliser la population. Ainsi, à Déhay, une exposition autour des risques des tsunamis a été mise en place. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Patrick Curie. Une expo autour de la cartographie des zones à évacuer, c'est le défi de la ville de Déhay. Ainsi que l'école de Riflette, les élèves de l'école de Riflette sont présents parce qu'ils se situent aussi en zone à risque, zone à évacuer. Et nous apportons des explications sur les différents panneaux qui sont. Nous avons la chance d'avoir, de recevoir, on va dire, les résultats de cette étude-là, et toutes les zones à évacuer qui sont sur Déhay sont sur des cartes. Donc nous apportons les informations sur les itinéraires d'évacuation, sur les sites refuges à évacuer, et surtout de manière à ce que les gens se familiarisent aussi avec ces itinéraires-là, mais surtout avec les zones de danger, on va dire. Pour ces écoliers, c'est l'occasion de réviser leurs connaissances sur la formation d'un tsunami. Elle se forme parce que quand on est à la mer et qu'on est en zone dangereuse, il faut vite se réfugier à la montagne. Je sors de l'école et je vais me protéger. Quand il y a un tsunami et avec une grosse vague, il faut se mettre en hauteur, par exemple sur la montagne au sommet. Et s'il y a une plus grosse vague qu'une maigre, c'est la maigre qui est plus petite. Le jaune, c'est la mer et il faut rester sur le côté vert. Sinon, la grosse vague va sur nous. Véritable relais pour nous adultes, ces petits écoliers sont également de vrais ambassadeurs en matière de prévention de tsunami, en transmettant notamment leurs connaissances acquises aujourd'hui à leurs parents. Et pour faire face à la baisse du courrier et s'adapter à l'ère du numérique, la Poste a entamé depuis une dizaine d'années une nouvelle stratégie de développement. Des bureaux de poste plus adaptés aux besoins de chaque commune. Demain d'ailleurs sera inauguré le premier point relais de la Poste à Basse-Terre qui implique ces changements. Le nouveau directeur régional de la Poste Guadeloupe est avec nous pour nous éclairer. David Harley, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je l'ai dit, vous êtes le nouveau directeur régional de la Poste de Guadeloupe, rentré en poste au mois de janvier, très récemment. Nous l'avons vu, David Harley, cette réforme de la Poste suscite beaucoup d'inquiétudes dans les communes. Que vont devenir, est-ce que les bureaux de poste, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont amenés à disparaître? Bonsoir Barbara, tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau. J'en profite pour saluer
toutes les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, avec une pensée singulière pour les 1300 postiers ainsi que leurs familles. Alors la réponse à la question que vous posez, c'est non. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Nous nous transformons, certes, mais nous gardons une présence postale importante. Il y a toujours aujourd'hui une cinquantaine de points de contact sur la Guadeloupe. Simplement, nous en transformons certains, c'est vrai. Et comme vous l'avez dit, nous inaugurons demain à Basse-Terre un relais post-urbain, c'est-à-dire une offre nouvelle, quelque chose que nous faisons avec un commerçant, il s'appelle Ticasio, et les clients auront accès à une offre diversifiée avec une amplitude horaire élargie et, nous l'espérons, vectrice de lien social. Qu'est-ce que cela signifie un point relais? Ça veut dire quoi de façon concrète? Quels sont les services qui seront proposés? Alors, seront proposés la quasi-intégralité de nos services courriers, c'est-à-dire que vous pourrez envoyer du courrier, en recevoir, envoyer des colis, en recevoir, acheter un certain nombre de produits philatéliques, également réaliser des opérations de change ainsi que des transferts d'argent. Est-ce que beaucoup de communes, de villes sont concernées par ces transformations? Alors non, un grand nombre de nos points de vente aujourd'hui sont toujours des bureaux de poste au sens où nous les avons depuis longtemps. Nous avons aujourd'hui 3 maisons de service au public, essentiellement pour répondre à des problématiques d'insularité puisqu'elles sont basées aux Saintes et à la Désirade. Et nous avons, avec ce relais post-urbain de Basse-Terre, le 2e relais post-urbain de la Guadeloupe. Donc vous voyez, nous transformons les formats, nous le faisons petit à petit, en parfaite concertation avec les élus, et également au travers d'un dialogue social permanent. Avant de parler justement du processus, comment cela est mis en place avec les élus, les collectivités, une question, que deviendront les facteurs? On sait, le volume de courrier a largement diminué, les facteurs travaillent moins, donc on a beaucoup moins besoin d'eux, ils sont moins nécessaires. Est-ce que vous allez réduire aussi sur les facteurs, le nombre de facteurs, le recrutement? Alors, vous avez raison, notre trafic courrier diminue, 165 000 plis distribués chaque jour en Guadeloupe il y a 5 ans, 130 000 aujourd'hui. Autant dire que certains jours, la sacoche du facteur est loin d'être pleine. Alors, nous garderons un effectif facteur important, ils sont aujourd'hui plus de 700 sur la Guadeloupe. Simplement, nous essayons d'innover, de nous développer sur le champ des nouveaux services. Alors, un exemple très concret, nous avons une expérience pilote avec la Pointoise HLM de Guadeloupe, où nos facteurs veillent sur un certain nombre de locataires âgés de l'office HLM. C'est typiquement une nouvelle forme de service que nous pourrions développer. Nous sommes en train également de doter nos facteurs d'un outil numérique, d'un smartphone connecté. Il s'appelle Factéo. Au travers de cet outil, demain, nos facteurs pourront rendre un certain nombre de services aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes. Alors, un certain nombre de ces services sont encore à créer et nous sommes en réflexion avec un certain nombre de partenaires sur ce que nous pourrions faire demain pour offrir de nouveaux services aux Guadeloupéens. Donc des facteurs mieux formés et peut-être dans la perspective de créer de nouveaux métiers bientôt? Absolument, absolument. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez abordé, certaines communes auront à gérer ou pas l'activité bancaire de la Poste, parce qu'il y a 2 activités, l'activité postale et l'activité bancaire. Comment ça va se passer? Alors non, nous gardons l'activité bancaire intégralement en propre, avec tous les formats de conseil bancaire jusqu'au conseil patrimonial que nous implantons par exemple à Saint-François avec un nouveau concept qui s'appelle le bureau expert et qui ouvrira dans quelques jours au début du mois d'avril. Donc nous gardons intégralement le conseil parce que c'est une obligation réglementaire. On ne peut pas sous-traiter en quelque sorte ou déconcentrer le conseil. Donc nous gardons l'intégralité du conseil bancaire en propre. David Harley, comment sont décidées ces restructurations dans chaque commune avec les élus? Alors bien évidemment, nous ne faisons pas ça tout seuls. J'insiste sur ce point. Les réflexions sont entamées en général bien à l'avance. Nous y associons les élus au travers d'un dialogue permanent. Nous avons également une commission qui s'appelle la commission départementale de présence postale territoriale dans laquelle nous échangeons en permanence avec les élus et les acteurs des collectivités. Et c'est la plupart du temps des démarches tout à fait concertées qui amènent au choix de transformation que nous faisons. David Harley, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir pour nous éclairer sur cette réforme de la Poste qui, à mon avis, fera moins peur aux Guadeloupéens. Nous partons tout de suite en Martinique, dans la commune du François,
où les sargasses ont envahi la commune. La mairie a mis en place un plan d'urgence. Le reportage est signé Guy Raphaël René. Les professionnels de la pêche du quartier. Ah non, personne n'est pas parti. Sargasse a pris un moteur. Ah ouais. C'est chômage là, technique. Hein? Ah ouais. Pourquoi passer là pendant combien de temps là? Ah là, il y a un bon moment ça. Hein? Tout le temps, on va pas sortir là. Pour les autres là, hein? Pas facile. Hein? Ça me prend tout moi, hein? Parce que ça ne va pas sortir là tout seul. Hein? Ça peut sortir tout seul. Hein? Si on pas tirer ça et puis on a un bagage quelconque comme ça, mais ça peut sortir. Hein? Ça va sortir là, la première fois, moi, 2 mois, ouais, ça comme ça. Face à l'ampleur du phénomène qui concerne 5 sites dans la commune, le maire a réuni ce matin une cellule de crise en mairie. Nous sommes sous le pied de guerre depuis ce matin. Nous savons qu'en préfecture, en sous-préfecture, il y a des gens qui travaillent dessus. La priorité, protéger les populations des sites concernés de l'émanation d'H2S, le sulfure d'hydrogène, gaz résultant de la décomposition des algues. Les algues sont fraîchement arrivées, mais c'est surtout cet après-midi, demain, qu'on aura vraiment cette manifestation d'H2S. Nous avons donc augmenté certains endroits les balises. Parce que ces balises, il faut le savoir, sont en relation continue avec les services de l'État. Parce que les gens pourront savoir exactement, en continu, quelle est la mesure d'H2S qui émane. Et ma foi, ce qu'il faut privilégier dans ces circonstances-là, ce sont les gens, d'abord. Que les gens sachent s'il faut rester là ou sortir. La municipalité prévoit de mettre les moyens nécessaires pour l'enlèvement des sargasses dans les endroits où cela reste possible. À Presqu'île, dans la baie de Trou-Monero, l'opération s'annonce très compliquée. Et restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Les enseignants qui tentent d'expliquer aux élèves ce qu'est l'économie sociale et solidaire dans une école à Saint-François. Et puis les clubs Rotaract qui rendent visite aux enfants atteints de pathologies lourdes dans les hôpitaux. Un moment de douceur dans ce journal dans quelques minutes. Depuis lundi est organisée la semaine de l'économie sociale et solidaire dans les écoles. Ainsi, les enseignants et les professeurs tentent d'expliquer à leurs élèves en quoi consiste ce modèle économique. Un enseignement également dispensé aux plus jeunes, comme à l'école primaire de Pombiré à Saint-François. Reportage Linda Kayarsi. Ce matin, dans cette classe, le cours dispensé est quelque peu inhabituel. Ici, on apprend les rouages de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qu'il s'agisse d'une association, d'une coopérative ou d'une mutuelle. Donc toutes ces organisations-là sont dirigées par des personnes en commun. C'est ce qu'on appelle le système démocratique. Pour découvrir les pratiques et les valeurs de l'ESS, l'enseignement se veut interactif et ludique. Monsieur Holmers est propriétaire d'une menuiserie employant 5 salariés. Problème. Monsieur Holm va prendre sa retraite l'année prochaine, mais il ne trouve personne pour acheter son entreprise. Alors, stop! L'économie sociale et solidaire, c'est un autre mode d'entreprendre que nous faisons découvrir aux enfants lors de cette semaine de l'économie sociale et solidaire afin de leur montrer la différence entre les entreprises capitalistes et les entreprises de l'ESS. Donc, on essaie de faire travailler les enfants par des jeux, des animations, de manière à ce qu'ils trouvent eux-mêmes quel est leur concept, quelles sont les solutions qu'on peut apporter aux problèmes. Au travers de cette expérience, chaque jeune peut ainsi appréhender le monde économique et professionnel qui l'entoure et développer ainsi leur sens de l'engagement et de l'initiative. Il y a des entreprises solidaires qui travaillent en équipe et qui donnent l'argent pour faire un projet. C'est bien de travailler en équipe, ça t'aide, c'est plus facile. Et puis c'est aussi bien de donner l'argent à autre chose que soi-même. L'économie sociale et solidaire, c'est travailler en équipe. L'ESS ne s'apprend pas de manière théorique, l'ESS se vit. Donc, bien sûr, toutes ces valeurs de coopération, solidarité, entraide sont dans les programmes scolaires, mais c'est un autre mode d'apprendre aussi et les enfants sont plus enclins à retenir les notions quand ce sont eux-mêmes qui les construisent. Durant toute la semaine, bon nombre d'élèves de différents établissements scolaires seront sensibilisés à l'économie sociale et solidaire. Objectif, faire de ces jeunes des acteurs à part entière d'un projet entrepreneurial collectif et d'utilité sociale. Comme je leur disais ce matin, aux informations, on entend que le secteur économique est mis à mal. Donc le nombre de chômeurs est assez élevé et beaucoup de sans-emploi se mettent ensemble et décident de créer une SCOP, une coopérative, une association, parce que justement, ils veulent travailler, oui, mais en ayant la sécurité de l'emploi. Prochaine étape pour ces écoliers, créer leur propre économie sociale et solidaire, avec cette fois-ci le concours de professionnels.
Et ils ont bien l'air d'avoir le potentiel pour y arriver. Chaque année, les clubs Rotaract mettent en lumière diverses pathologies. Cette année, les membres ont décidé de s'intéresser aux enfants atteints de pathologies lourdes, ceux qui sont contraints à l'hospitalisation une bonne partie de l'année. Voyez ce reportage touchant de Linda Kayarsi. Redonner le sourire aux enfants malades des services pédiatrie et de chirurgie pédiatrique, mission du jour du club Rotaract. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers le CHU de Pointe-à-Pitre, où on sait qu'il y a des enfants qui passent en hospitalisation assez régulièrement. Et du coup, cette action, c'est juste histoire d'être sensibilisé à la cause de la maladie chez l'enfant et aussi de leur apporter un peu de soutien, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'on pense à eux et voilà. À l'image du Père Noël, avec plusieurs mois de retard, le Rotaract a apporté des cadeaux et sans oublier des animations ludiques aux côtés d'une artiste. Je suis restée longtemps à l'hôpital dans une période de ma vie à cause d'un accident et je sais ce que c'est que d'être hospitalisée et de ne pas forcément ressentir un peu de solitude. Donc oui, ça m'a beaucoup touchée quand le Rotaract m'a demandé de venir cet après-midi pour pouvoir accompagner les enfants et passer un petit peu de temps avec eux. Bien sûr, c'est avec plaisir. Petit moment de tendresse qui ferait presque oublier les mots du CHU. Dans un contexte difficile depuis le 28 novembre et l'incendie qui a touché le CHU, le service de chirurgie pédiatrique est particulièrement affecté également. Donc il y a toujours des petits malades et je crois qu'il était important de considérer que ces enfants-là avaient aussi droit à un sourire, soit du Rotaract, soit du personnel soignant, pour éviter qu'ils soient mêlés à nos difficultés d'exercice. Mission accomplie pour le club Rotaract qui, à travers de nombreuses actions comme celle-ci, arrive à donner de la joie de vivre à ces jeunes patients. Et hier soir a eu lieu à l'habitation Clément au François en Martinique la finale du concours Barman nommé Tiponche. 15 candidats représentant 14 pays se sont ainsi affrontés. La première place a été remportée par Bethany Ham, une jeune américaine. Reportage Guy Raphaël René. 2, 1, c'est parti! Hi everybody, I'm François from France and I give you a clap clap. Si l'ambiance était bien au rendez-vous et les candidats en apparence détendus, la compétition était rude. À ce stade du concours, seuls 10 des 15 candidats sont encore dans la course. Le Tiponche Cup, c'est vraiment mon genre de compétition, donc du coup, je voulais vraiment y aller. Le premier round, j'avais beaucoup de stress parce qu'il y avait beaucoup de compétiteurs et le level était vraiment haut. Mais après là, en fait, j'avais beaucoup moins de stress parce que j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais présenter et j'ai adoré. Parmi les compétiteurs, Yannick Bruno représente la Martinique. Pour sa première participation à un concours international, il décroche la 3e place. Je l'ai abordé sereinement, vraiment plus motivé qu'autre chose. Mon ambition, c'est de faire mieux, m'améliorer, parce que je vois qu'il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses. Les gens à l'extérieur connaissent beaucoup de choses sur notre pays que moi-même je ne connaissais pas. Ils m'ont parlé d'épices qui n'existent même plus forcément ici, mais qu'eux, ils ont. Et c'est pas mal de petites choses très intéressantes, donc je vais essayer de faire évoluer la chose et puis amener les gens à kiffer un petit peu plus le bar. 3 épreuves étaient au programme. D'abord, chacun a dû refaire le cocktail qui lui a permis d'accéder à cette finale. Ensuite, l'épreuve imposée, le food pairing, qui consistait à réaliser un cocktail avec les produits du terroir pour accompagner un plat concocté par le chef Guy Ferdinand. Pour les participants, c'était très difficile parce qu'ils ne connaissaient pas les produits et ils n'ont pas eu vraiment du temps pour découvrir les produits. C'était vraiment à la minute, sur place. Et moi, je trouve qu'il faut un niveau. Et tous les barman qui étaient sur place, ils ont eu des niveaux ce soir, alors bravo. La 3e épreuve, celle de la créativité, avait pour but de départager les 3 meilleurs candidats qui avaient le libre choix de leurs ingrédients. La première chose, c'est est-ce que le cocktail est équilibré? Alors est-ce que le sucre avec l'acidité, ça va bien? Est-ce que le cocktail a une belle couleur? Est-ce qu'elle va avec le thème? Le thème, c'est du Tiponche Cup, bien sûr. Après, bien sûr, c'est le barman. Comment il est derrière le bar? Est-ce qu'il va interagir avec les viewers? Ça, c'est aussi très important, bien sûr. Est-ce qu'ils sont dans le temps? Au final, c'est l'américaine Bethany Ham qui réalise le meilleur score et remporte la 2e édition du concours devant le chinois Dave Lam. Et l'abus d'alcool est dangereux évidemment pour la santé. C'est l'heure des informations pratiques maintenant.
en raison d'une coupure sur le réseau, d'une casse sur le réseau de Bélocado. La ville du Gosier est privée d'eau jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, les écoles de la ville sont fermées jusqu'à lundi. La réouverture est prévue lundi prochain aux horaires habituels. Et puis, les tours d'eau continuent, notamment pour la ville de Sainte-Anne, avec des coupures prévues chez vous pour les Sainte-Annais de 18h, avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la mairie du Moule, sur le parvis de la mairie, de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi. La nouvelle vient de tomber. Elie Domota vient d'être jugé au tribunal correctionnel d'une amende, un jugement pour une amende de 300 €. Coup de théâtre cet après-midi au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Le ministère public est descendu d'un cran et a réclamé juste une amende de 300 € à Elie Domota. Et la nouvelle directrice de l'ARS a débuté ses échanges sur des charbons ardents. Le débat est toujours très vif entre la délocalisation partielle et la délocalisation totale réclamée par le collectif de défense. Et si un tsunami advenait, l'exercice Caraïboé va tester nos capacités aujourd'hui à affronter un débordement de l'océan. Les écoles de Basse-Terre et les administrations ont été évacuées, elles ont joué le jeu. Les résultats seront connus dès demain. Et puis nous sommes allés aussi au CHU rendre visite avec les membres du club Rotaract aux jeunes atteints de maladies graves. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.